Malgré que mon papa il me mettait beaucoup de pression pour les études, moi je faisais quand même la musique. Je partais dans les cérémonies avec lui et tout. Je révisais mes leçons. J'apprenais aussi à chanter. J'ai pu le faire parce que je voulais chanter. Il y a beaucoup de blogueurs qui peuvent passer la journée à parler de ta vie, par exemple. Surtout, on dit des choses sur ta vie que toi-même, tu ne savais pas. Comment tu perçois cela de loin, à distance? C'est parce que je suis Guéli Kababintou que ça parle de moi. Et si je n'étais pas Guéli Kababintou, personne n'allait parler de moi. Et tant que ça parle de moi, ça fait partie quand même de ma promotion et tout. Tu vas avoir la meilleure boulangerie si tu veux, faire le meilleur gâteau si tu veux. Et si les gens ne savent pas que c'est là, tu vas rien vendre. Tu veux poster quelque chose, tu postes la chose. C'est pas toi les gens ils regardent, mais ce qui se passe autour de toi. Les choses qui sont à côté de toi et tout, les gens ils remarquent. Donc je ne m'habille pas quand même n'importe comment. Quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu envisagerais et tu te dis, ok, I did it, je l'ai fait. Mon plus grand rêve c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview qu'on a décidé d'appeler finalement unique, avec K à la fin, parce que chaque histoire est unique et mérite d'être racontée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand plaisir de recevoir une invitée assez spéciale qui fait des choses incroyables dont je suis tellement fier et admiratif du parcours. Et aujourd'hui, veuillez accueillir avec moi, avec un maximum d'applaudissements, même si vous êtes chez vous, devant votre télé, ainsi de suite, la grande sœur, la diva, Guéli Kababintou. Comment ça va, la sista? Ça va carrément et toi? Ça va très bien. Carrément. Elle m'a fait part de comment Karamo il se présente, comment il dit son prénom, elle aime bien. Donc tant mieux. C'est même pas facile de parler français devant toi. Hein. C'est chaud. Je suis flatté, je suis flatté. En tout cas, merci malgré tes occupations. Ouais. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. De te rendre disponible pour ce petit moment de partage qui va, j'en suis sûr, inspirer plus d'un. Ici, on est dans un espace de bienveillance. Ouais. Le but ici, c'est de parler un petit peu de ce parcours extraordinaire. Quand on voit Guéli Kababintou sur les réseaux, la Beyoncé de notre continent, ainsi de suite. Mais on ne sait pas aussi qu'elle est passée aussi par des parcours, elle aussi. Ouais. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Ce n'est pas juste la partie iceberg, c'est le travail qui nous a menés vers là. C'est un peu ce qu'on va essayer de décortiquer en toute humilité ici entre nous. Mais si toi, tu dois te présenter pour des gens qui te découvrent, parce que là, on n'est pas seulement face à des Guinéens sur cette chaîne. Il y a d'autres personnes de d'autres pays, ici en France ou dans d'autres pays. Si tu dois te présenter personnellement, comment tu te présenterais pour commencer? Bon, salut. Je salue tout le monde d'abord. Alors, je dirais que je suis Guéli Kababintou, l'artiste chanteuse guinéenne et auteure-compositrice. Et j'ai 2 albums à mon actif. Ok. Et bon, l'artiste qui prévoit faire le stage le 26 avril. Magnifique. Ça, c'est quelque chose dont on va parler tout de suite parce que apparemment, c'est la première fois qu'une femme... Oui, une femme, exactement. Chez nous, c'est les hommes qui ont eu tendance à faire le stage. Donc, moi, j'ai eu envie d'essayer parce que qui n'ose rien, comment on dit? Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien, exactement. Donc, moi, j'ai eu envie d'essayer de tenter, voir ce que ça va donner et j'espère que ça ira. Bien sûr que ça ira, c'est quand même la diva, mais moi je suis très 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 admiratif de ça dans le sens où on sait que généralement, on pourrait rester dans notre case, généralement les femmes c'est des concerts au Palais du Peuple très souvent. Et comment te vient cette idée de te dire je vais me lancer dans quelque chose qui n'a pas été encore fait dans mon pays? Parce que je pense que ça peut être possible. Moi j'ai fait 2 fois le Palais du Peuple. Et je sais, les 2 fois, quand je faisais mes concerts, comment ça se passait en fait. D'accord. C'était toujours le désordre, ça débordait. Il y a les gens qui venaient, il y a d'autres qui n'arrivaient pas à y accéder à la salle. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la chance d'avoir une très grande communauté qui est le patronat. Et le patronat un peu partout dans le monde. Abidjan, bon, je veux dire en Afrique, en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Et c'est tout le patronat qui veut venir cette fois-ci pour le concert Renaissance de Guéli Kababintou. Donc, je dirais que si j'essayais encore de faire le concert au Palais du Peuple, ça n'allait pas être possible. Ouais, parce qu'on n'a pas de plus grande salle au pays que cette salle-là, du coup. Exactement. Donc, je me disais que le stade, on peut le faire. On peut le faire parce que, voilà, je sais que avec le soutien de tous les Guinéens, tous mes fans, ça peut aller. Magnifique, magnifique. Et je comprends bien cette idée. Mais du coup, tu es dans quel état d'esprit quand même? Parce que je sais qu'on est tous humains.
Ça nous arrive à tous de faire des grandes choses ou d'entreprendre de grandes choses. Ouais. Mais généralement, on voit juste la fin. Ah, elle a réussi à faire le stade. Mais avant qu'on en arrive là, si tu veux, si je peux cadrer un peu mes questions, quand je faisais ma première conférence ici en France, j'ai pris une salle où j'avais dépensé beaucoup d'argent. Bien sûr, pour certaines personnes, oh, c'est possible, c'est caramo. Mais avant que toi, tu arrives là, forcément, tu passes par des doutes, des peurs, des insécurités. Quel est ton état d'esprit face à cela et comment tu fais pour gérer ça? Quelles sont les idées qui te viennent en tête par rapport à la gestion de ton anxiété ou de ton stress par rapport à cet événement qui arrive? Sincèrement, le moral est bon. Okay. Le moral est bon parce que j'ai une équipe très dynamique aujourd'hui qui travaille sur moi. Mon manager, c'est déjà un promoteur. Donc, il travaille beaucoup sur moi et toute mon équipe m'accompagne. Et le moral est bon, on est à 50% des préparatifs aujourd'hui. D'accord. Sincèrement, tout se passe bien parce que moi, dans mon équipe, chacun a sa tâche. Okay. Donc, moi, je suis l'artiste, moi, je chante. Quand on me demande d'aller à la répétition, moi, je répète. Par exemple, on a commencé la répétition. Imagine, le concert, c'est en avril. Ouais. Et si on fait la répétition à 2 mois avant le concert, imagine un peu ce que ça va donner. Ouais. Ça veut dire vraiment que le moral est bon, on s'apprête. Ça va. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de difficultés, mais on gère. Ma chance est que j'ai une très bonne équipe avec moi, comme je viens de le dire. Donc, le moral est vraiment bon, vraiment. Magnifique. Mais c'est génial. On reviendra tout à l'heure sur le concert. En tout cas, on vous donne rendez-vous, c'est le 26 avril. Le 26 avril. Je vous invite déjà parce qu'on sera de la partie pour faire de très belles choses. Mais aujourd'hui, tu es Yelika Bintou, artiste, fait de la musique. L'une des femmes les plus influentes aujourd'hui dans le pays, ça je le dis en toute humilité, on le voit sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Mais c'est quoi le parcours que tu as eu avant de te retrouver dans la musique? Est-ce que côté études, enfance un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de Yelika Bintou avant celle qu'on connaît aujourd'hui? Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile, mais ma chance c'est que moi je suis née dans la musique. Okay. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et moi, de base, je ne sais pas comment, d'ailleurs, je me suis retrouvée dans la musique. Donc, j'ai étudié à FRIA, les études secondaires, primaires et tout. Okay. Et mon papa, ce qu'il voulait quand même, c'était les études d'abord, après la musique. Okay. Mais j'étudiais, mais j'apprenais la musique un peu. Pourquoi? Parce que j'étais collée à mon père. Ton père faisait de la musique? Oui, mon papa, c'est le plus grand griot de notre ville. Ok. FRIA. D'accord. Donc, moi, j'étais toujours avec papa. J'ai appris un peu à chanter avec lui. Et je suis venue à Conakry maintenant pour les études supérieures. Pour l'université? Oui. Tu fais quoi comme université, du coup? Je fais le commerce international. Ok. Donc, quand je suis venue maintenant pour les études, bien avant de venir d'abord pour les études, quand je venais en vacances, je suis venue une fois en vacances à Conakry. Et j'ai enregistré ma première chanson qui était sortie au moment où j'étudiais encore. Donc, quand j'ai enregistré, je suis allée à FRIA, j'ai montré à papa. Il ne voulait pas du tout. Il voulait que, après le diplôme, puis j'essaye de faire tout ça. Il voulait que tu te concentres sur les études et tout ça. Exactement. Mais quand je suis venue, quand même, j'ai essayé. Hein. L'argent que je gagnais dans les cérémonies et tout, j'ai enregistré la chanson et tout. Quand je suis rentrée à FRIA, je l'ai montré. J'ai dit, papa, j'ai une surprise. Quand il a vu, il ne voulait pas, mais il était tellement content. Ok. Il voyait un peu les skills, mais il avait peur un peu pour te... Exactement. Il avait peur que j'abandonne, en fait. D'accord. Donc, il m'a encouragé, il m'a soutenu depuis ce jour. Il m'a dit, il faut quand même que tu me donnes le diplôme. Après, je vais t'accompagner. Mais malgré tout ça, il m'accompagnait quand même. D'accord. Mais donc, on a foncé. Après les études, quand j'ai eu Du coup, tu as eu ton diplôme et tout ça? Quand j'ai eu mon diplôme, je l'ai présenté le diplôme. Il me dit, OK, alors enfin, tu peux foncer. Dans ça, il m'a soutenu. On a bossé sur l'album et puis l'album est sorti. C'est comme ça. D'accord, merveilleux. Et juste là-bas déjà, parce que dans ce parcours-là, je sais qu'il y en a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Quel conseil tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a une passion? Parce que la musique à la base, c'était ta passion à côté. C'est ma passion. À côté de tes études ou de ton travail, peu importe. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a sa passion et puis qui est dans ses études aujourd'hui ou qui est dans son activité? Quel conseil tu lui dirais pour jongler les deux? Parce que souvent, il y en a qui... Moi, je reçois des questions. Est-ce que j'arrête mes études pour faire de la musique? Ou est-ce que je fais les deux? Ou est-ce que j'arrête la musique pour faire... Quel conseil tu dirais à... Bon, il suffit seulement d'avoir la volonté. Hein. Si tu as la volonté, moi, je pense que il n'y a rien de compliqué dedans. Moi, j'ai pu faire les deux en même temps. Okay. Parce que
malgré que mon papa, il me mettait beaucoup de pression pour les études, moi, je faisais quand même la musique. Je partais dans les cérémonies avec lui et tout. Je révisais mes leçons, mais aussi, j'apprenais aussi à chanter. J'ai pu le faire parce que je voulais chanter. Comme les études, à un moment, c'est papa qui insistait. Sinon, si ce n'était pas mon père, quand même, je n'allais pas faire l'interview avec toi aujourd'hui. Parce que je n'allais pas étudier. Magnifique. À la fin, je voulais abandonner parce que je partais dans les mariages, je gagnais des sous. J'ai eu envie d'abandonner. Donc, j'ai eu le courage. J'ai écouté mon père. Sincèrement, j'ai étudié et puis j'ai fait ma musique. C'est parce que j'avais la volonté. Ok. Donc, avec le courage, la volonté, surtout la détermination, tout est possible. Pourquoi pas? Avec le courage, la volonté. C'est pas que les études et la musique, surtout. Moi, aujourd'hui, je suis artiste, je suis entrepreneur et je suis quoi? Je fais beaucoup de choses. On parlera justement de l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de gens passionnés un peu par ça ici. Petite anecdote avant même de continuer sur ma prochaine question. Je voudrais vous dire que je suis habillé par Amélia, du coup, qui m'a habillé. C'est une dame que j'ai eue dans ma formation. C'est Nemalia Shop, quelque chose comme ça. Elle vend pas mal de vêtements comme ça. Si vous voulez, je vous mets son Instagram en dessous de la vidéo, dans la description. Vous pouvez aller sur surtout bientôt les fêtes. Vous pouvez vous procurer là. Ça fait longtemps que je devais vous parler de ces vêtements-là parce que je mets pas souvent des vêtements comme ça ici en France, il fait froid, mais je sais que c'est des vêtements de très bonne qualité, vous pouvez vous en procurer pour être beau, un peu comme moi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, de ce parcours-là dont tu me parles, que je trouve très pertinent, c'est quoi ton premier morceau qui cartonne, qui te fait connaître dans ta carrière? Tu vois, on a toujours une carrière et tout, mais il y a un moment, un déclic, un son. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, j'ai chanté à Mama Yende. C'est une chanson que j'ai composée quand je partais dans les mariages et tout. Et parce que moi, souvent, je compose quand je me lave, quand je prépare. Ok. Voilà. C'est de là que tu as tes inspirations et tout ça. Oui. Ok. Des fois, quand je dors, je rêve en chantant, en fait. Donc, les paroles que je retiens là-bas, c'est ça que je compose comme chanson. Ok. Donc, à Mama Yende, je préparais Afria pour ma maman et puis je pensais un peu aux paroles. Donc, quand je vais dans les mariages comme ça, j'essaye d'interpréter ça un peu. Quand je suis venue maintenant pour les vacances, j'ai composé, j'ai fait une chanson. Et quand moi je suis revenue à Afria, comme en ce moment je vivais là-bas, je n'étais pas connue. Il y avait des chanteuses qui disaient, c'est ma chanson, j'ai chanté une nouvelle chanson et tout. Et les gens, ils se demandaient qui a chanté. La chanson a fuité en fait. Ok. Donc je ne sais pas comment. Les gens s'appropriaient ta musique du coup. Exactement. Donc les gens réclamaient la chanson. Et moi, je n'étais pas connue. Je n'avais pas aussi de réseau à Conakry. D'accord. Donc je suis restée. Mais comme on a vu que ça cartonnait vraiment, j'ai informé mon père et puis on a essayé tout de suite de faire la chanson. On a bien mixé la chanson, j'ai bien chanté, on a fait le mix et tout. Après, on a fait le clip. Et il y a pas mal de personnes qui ont quand même connu la chanson. Hein. D'accord. Du coup, tu commences à te faire connaître par cette chanson-là. Oui, les gens ont commencé à me remarquer à partir de cette chanson. D'accord. Après, c'est après ça que mon album est venu, Ma Ferma, là. Ok. Je vois un petit peu la suite et la continuité de tout ça. Mais quand tu finis tes études, par exemple, ça te vient pas à l'idée de chercher un job, un CDI, ou c'est quoi la mentalité, la philosophie que tu as à ce moment-là quand tu termines tes études? Est-ce que tu te dis, oh, enfin, je pourrais me concentrer sur la musique, ou est-ce que tu te dis, je vais encore chercher un boulot pour combiner les deux? Je voulais vraiment travailler quand même, hein, mais ma priorité quand même, c'était mon album. Okay. Parce que papa, il m'avait mis trop de pression pour les études. Donc, je me disais, comme ce que tu as dit, je me disais, papa, il a le diplôme, donc franchement, je vais faire ma musique. Et c'est le temps qui m'a rattrapé en fait. Parce que j'étais très focus sur l'album. J'ai fait l'album, maintenant j'ai pris goût. Je n'ai pas eu le temps maintenant de travailler et tout. Parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'étais obligée de travailler maintenant tout le temps. Okay. Du coup, j'étais toujours au boulot. Le temps ne m'a pas permis maintenant de travailler. C'est assez inspirant quand même. Moi, ça me parle beaucoup. Sinon, au début quand même, je voulais vraiment essayer. Mais avec les concerts... les cérémonies de mariage et puis le studio, c'est pas évident, les émissions, tu peux pas avoir le temps d'aller travailler. Au final, surtout, pas de regret, non? Le studio, c'est la nuit, on fait le studio. Okay. Tu te réveilles pas tôt, donc tu peux pas avoir le temps d'aller travailler. Mais au final, pas de regret, non? Tu es un peu sur ta légende personnelle. Absolument pas. Surtout, moi, je fais ce que j'aime, hein. Je fais le commerce, je suis une grande commerçante. On parlera de ça tout de suite. Quand même, on ne peut pas partir sans parler de business ici parce que c'est une chaîne qui aborde toutes ces thématiques-là. Et tu commences à connaître un petit peu de succès petit à petit. Tu sors des tubes, des grands tubes qui cartonnent avec ton mari, du coup, à l'époque et tout ça. Comment tu vis ce succès-là? Et d'abord, même avant ça, ma question c'est, est-ce que quand tu vois ces débuts-là, quand tu te projettes un peu à ce moment-là,
est-ce que tu avais une idée de si ça allait prendre ce type d'ampleur que ça prend aujourd'hui? Est-ce que tu avais cette projection à l'époque? Je voulais quand même, hein, je voulais ce que je deviens, je voulais vraiment, je rêvais de ça. D'accord. Je ne sais pas comment dire, mais je veux devenir un jour une très grande artiste. Mais aujourd'hui, ce que je vois, je ne savais pas que tout ça là allait arriver. D'accord. Ça t'a un peu surpris d'une certaine manière aussi. Oui. Ok. Et quand ça te surprend, tu vis ça comment? Qu'est-ce qui te permet de garder les pieds sur terre, d'avoir cette humilité toujours, malgré le succès que tu as au pays quand même aujourd'hui? Ah, c'est rien de compliqué, mon frère. Parce que moi, je sais, j'ai grandi dans une grande famille, une très grande famille. Je sais comment j'ai été éduquée. Je sais comment ça se passe dans la famille. Je sais que quel que soit le succès que tu as ou l'argent, mon grand-père paternel, le père de mon papa, c'était un directeur de banque ici. Okay. Donc, malgré tout ça, il a réuni toute la famille et tout. Moi, j'ai vu tout ça, j'ai vécu tout ça. Donc, je sais qu'après le succès, après tout, et on doit rester quand même, comment je peux dire, humble. On doit rester quand même humble, c'est important. Le succès, et puis ça va passer, c'est éphémère. L'argent, ça va finir. Mais l'entourage et l'humanité surtout, ça n'a pas de prix. Donc, moi, je pense que le succès, quand même, on ne doit pas un peu trop considérer le succès. Du coup, moi, je ne pense même pas que je suis une star, comme les gens ils le disent. D'accord. C'est les gens qui me prennent pour une star. Moi, je me dis oui, et j'ai beaucoup à faire. Je dois encore travailler pour devenir ce que je veux. Donc, l'histoire de Starmania, moi, j'ai pas ça en tête pour l'instant. C'est magnifique. C'est une philosophie que, normalement, tout le monde devrait adapter. C'est ce que je dis. Tu commences à descendre le jour où tu penses que tu es au top. Non, vraiment. C'est quand tu es toujours dans la philosophie de je sais qu'il y a toujours une montagne à graver, tout en étant dans la pleine gratitude de tout ce qu'on accomplit, bien sûr, mais se dire je peux toujours aller un peu au-delà, ça veut dire qu'on a encore du progrès à faire. Mais le danger, le grand risque, c'est de croire que c'est bon, moi je suis au top, je suis une star, et c'est là que tu commences vraiment à connaître la chute. C'est grave, exactement. Ok, intéressant, très intéressant. Dans ce parcours, succès, il y a des avantages et inconvénients. Aujourd'hui, de par ta carrière, selon toi, est-ce que tu peux me citer un ou deux avantages d'être Guéli Kaba Bintou aujourd'hui et un paradoxe aussi, un ou deux inconvénients de la célébrité? Parce que je sais qu'on a envie quand même énormément. Du coup, si tu peux me poser des mots là-dessus et comment tu peux nous expliquer ça? Les avantages de la célébrité, je peux dire que ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Aujourd'hui, par exemple, dans mon travail, comme tu viens de le dire, mon travail que j'aime faire, le commerce, et à travers ma célébrité, je peux dire comme ça, hein, je pense que c'est pas trop dit. Non, c'est pas trop dit. Mais à travers mon image, je peux vendre. Donc, ça propulse un peu tes business. Exact. Donc, je profite vraiment de mon image pour me faire des sous. Donc, c'est ça les avantages, en fait, parce que ça t'ouvre aussi beaucoup de portes et tout, et c'est ça les avantages. Mais les inconvénients, c'est énorme. Cite-moi un ou deux. Il y a énormément d'inconvénients quand même. Tu es toujours exposé. Tu n'as pas d'intimité. Tu n'es vraiment pas en sécurité. Et voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, quand tu me parles de ces inconvénients-là, quand on est une célébrité, il y a un peu cette part de gêne qu'il y a du fait que tu ne peux plus prendre juste tes sandales comme ça, aller dans une boulangerie, acheter un truc assez rapidement. Du coup, est-ce que tu as déjà eu une anecdote par rapport à cela, quelque chose qui t'a vraiment saoulé? Tu te dis, ah quand même, si j'étais pas connu, moi aussi j'aurais pu... Bon, je ne me rappelle pas de ça parce que moi, même je suis habituée maintenant, grâce à mon travail, je peux dire, je suis habituée maintenant à ne pas faire des choses à la hâte. Par exemple, même quand je fais des vidéos, je peux regarder la vidéo 10 000 fois avant de poster. Parce que je sais que ça aura des inconvénients. Quand je poste du n'importe quoi, les gens ils vont prendre. Et tu veux poster quelque chose, tu postes la chose, c'est pas toi les gens ils regardent, mais ce qui se passe autour de toi. Les paroles, les choses qui sont à côté de toi et tout, les gens ils remarquent tout. Donc, je ne m'habille pas quand même n'importe comment. Par exemple, à mon restaurant, souvent je viens là-bas seulement pour travailler. Quand je viens, je suis dans mon bureau et tout. Mais quand je viens, souvent, j'ai envie de rentrer dans la salle
pour bien vérifier et tout. Que tout se passe bien, ouais. Mais des fois, il y a des clients qui viennent tomber sur toi. Ouais, photo. Oh, c'est chaud sur moi. Je n'ai pas de perruque, je ne suis pas habillée. Mes employés sont énervés contre moi. Madame, non, vous ne devez pas rester dans la salle. Mais qu'est-ce que je peux? Donc, quand ils viennent me surprendre comme ça, j'ai envie de fuir, mais je ne peux rien. Ok, du coup, tu assumes quoi? Tout ça, là, ce sont des inconvénients, j'assume. Ok. Tout ça, ce sont des inconvénients, mais bon, et quand on est connu, quand on est Djelika Bintou, comme tu le dis, on est exposé, on n'a pas d'intimité. Souvent, les gens spéculent sur ta vie. Exact. Comment tu perçois ça de loin? C'est-à-dire, tu entends, parce qu'il y a beaucoup de vlogueurs, justement, moi, ce n'est pas des choses que je vois, mais j'entends parler. Il y a beaucoup de blogueurs qui peuvent passer la journée à parler de ta vie, par exemple. Surtout, on dit des choses sur ta vie que toi-même, tu ne savais pas. Comment tu perçois cela de loin, à distance? Exact. Bon, ce n'est pas évident, mais moi, sincèrement, je suis maintenant habituée. Je suis habituée, ça ne me fait absolument rien. Et d'ailleurs, le fait qu'on parle de toi, je pense que c'est aussi très intéressant. Parce que c'est parce que je suis Djelika Bintou que ça parle de moi. Et si je n'étais pas Djelika Bintou, personne n'allait parler de moi. Et tant que ça parle de moi, ça fait partie quand même de ma promotion et tout. Ce qui fait mal, c'est des personnes qui insultent les parents des gens. Ça fait énormément mal. Mais à part ça, moi, sincèrement, que les gens ils parlent de moi et tout, moi, ça ne me fait absolument rien. Je suis maintenant habituée, quoi. Quand même, ce sont des inconvénients de la célébrité, donc on est obligé d'assumer. Si tu n'assumes pas, tu es obligé de lâcher. Et parfois, est-ce que ça t'arrive cette envie? Tu vois des commentaires qui circulent sur toi. Est-ce que ça t'arrive cette envie de répondre? Mais tu es là quand même, tu t'abstiens. Tu es là. Moi, je veux répondre même. Mais je n'ai pas le cœur, parce que je n'ai jamais fait. Et mon papa, il n'a jamais accepté. Aujourd'hui, il est décédé. Quand je pense à mon père, je me dis, il a toujours demandé de pardonner. Il dit toujours, pardon. Pardon, c'est parce que tu es là. Quand tu es devant, on te tire derrière. Mais, donc, tu es obligé d'assumer. Pardon. Donc, et puis, mon papa... De toute façon, moi, je suis éduquée. Je ne suis pas habituée à parler mal aux gens et tout. Donc, des fois, ça fait mal. Des fois, j'écris même. Mais je ne peux pas poster. Je n'ai pas le cœur de... D'accord. Donc, si ça fait mal, souvent, je bloque, je supprime et puis je passe sur mon chemin. Ok. Et est-ce que tu as... C'est parce que j'ai vraiment envie de mettre des mots là-dessus, sur comment tu fais pour protéger ta santé mentale face à tout ça. Parce qu'on reste quand même des humains vulnérables, mais c'est pas donné à tout le monde de se gérer autant. C'est-à-dire, je vois des choses qu'on raconte sur moi, j'ai envie de venir et dire, mais c'est des conneries. Mais comment je gère ma santé mentale par rapport à ça pour rester quand même loin de ça, ne pas vraiment me connecter à cette énergie négative et surtout me retenir, m'abstenir de ne pas raconter de conneries parce qu'il suffit d'un commentaire que tu mets, on va encore rebondir là-dessus et ça va repartir. Tu vois ça, je dirais merci à mon entourage. D'accord. Grâce à mon entourage aujourd'hui, tout va bien chez moi. Des fois, il y a des choses qui se passent qui me stressent aussi. J'ai aussi un cœur. Mais mon entourage, sincèrement, j'ai des sœurs. J'ai ma maman quand même qui vit aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais je suis très bien entourée. Donc, il y a mon entourage qui ne me donne pas le temps de réfléchir. Dès qu'elles voient, mes sœurs, dès qu'elles voient que ça ne va pas, ou j'ai changé de mine, ou je suis devenue bizarre, elles sont comme ça avec moi. Donc, moi, je passe toute la journée, la soirée avec ma famille, mes sœurs, mon manager et mon entourage même, en fait. Mon entourage même, ils savent si je suis stressée, ils savent si je suis contente, ils savent si je vais bien ou pas. Donc, Dieu m'a donné cette chance. Mon entourage. Génial. L'entourage, c'est vraiment quelque chose de très crucial et très profond. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, je sais que même si on a des problèmes de santé mentale ou on est en train de déprimer un petit peu, il ne faut pas rester seul dans son coin. S'entourer positivement, s'entourer de gens qui nous permettent un peu d'avoir ce moral-là. Ça nous permet de tenir sur la ligne parce que sinon, on a vu beaucoup de célébrités. Des fois, quand tu es seul, tu as envie de craquer. Bien sûr, bien sûr. Des fois, tu as envie de craquer. C'est pourquoi moi, je ne suis jamais seule. Je ne voyage pas seule. Je ne sors pas seule. Quand on voit mes snaps, mes vidéos, je suis toujours avec mes sœurs. Toujours. Si je ne suis pas avec mes sœurs, je suis avec mon manager. Je ne suis jamais seule. Et aujourd'hui, ils m'ont tellement maîtrisée. Dès que ça ne va pas, ils le savent. Donc... je remercie Dieu pour ça quand même. Magnifique. Je suis très bien aimée par mon entourage. Magnifique. Aujourd'hui, Djelika Bintou, beaucoup d'albums, raflé énormément de choses sur son chemin. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui de tout ce que tu fais? Je sais que le fait de faire le stade, c'est quelque chose que tu as rêvé déjà, bien sûr. On est en train de franchir une étape. Mais what next? Au-delà de ça, quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu envisagerais et tu te dis... Ok, I did it. Je l'ai fait.
Mon plus grand rêve, c'est de devenir une artiste mondiale. D'accord. L'une des meilleures artistes mondiales. Ok. Et est-ce que c'est un truc pour lequel tu travailles vraiment ou tu le mets quand même à côté de... Je travaille dessus. Ok. C'est pourquoi j'ai dit que mon concert, c'est un concert Renaissance. Parce que je vais venir montrer ce que je n'ai pas l'habitude de montrer. Je vais venir faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et les gens y verront. Peut-être après ce concert, les Guinéens ils sauront que Djelika Wabintou, elle est vraiment prête maintenant. Magnifique. Est-ce que tu as un modèle dans la musique? Parce que dans tous les domaines, on a tous des gens qui nous inspirent ou des gens dont on s'inspire aussi. On dit, OK, moi j'aimerais être la version peut-être améliorée de X ou de Y. Est-ce que tu as un modèle toi aussi dans la musique? Oui. Des modèles peut-être? Beyoncé. Beyoncé. Bah, c'est pas un hasard du coup quand les gens le disent que tu es la Beyoncé africaine. Bon, je veux pas devenir Beyoncé quand même. Ouais, ta version du coup. Voilà, je veux devenir la version améliorée de Beyoncé. Ok, ok. Je l'adore. En fait, j'aime comment elle fonctionne. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? C'est quoi la philosophie que tu épouses chez elle, entre guillemets? Elle est forte. Elle est forte, en fait. Beyoncé, c'est une femme comme un homme. Ok. Quand tu la vois sur la scène, tu vois tout de suite la détermination en elle. Tu vois tout de suite l'amour qu'elle a pour son travail. Donc, je pense que je pourrais faire mieux par la grâce de Dieu. Magnifique, on a hâte de voir ça. Moi, j'aime bien quand je peux devenir, pas Beyoncé quand même, Djelika Wabintou de la Guinée. Magnifique, magnifique. C'est déjà le cas. Ouais. J'ai une petite question par rapport au bonheur, juste avant qu'on ne vienne un peu sur la partie business. Je sais que de mon côté, on a une vision totalement différente du bonheur. Chaque personne peut définir le bonheur à sa manière. Mais si toi, aujourd'hui, tu observes ta vie, tu te plonges vraiment au plus profond de toi de façon honnête envers toi-même, quelles sont, par exemple, 2 ou 3 choses qui, selon toi, font vraiment le bonheur pour toi? Et sans ces choses-là, quand tu manques de ces choses-là, tu sais que tu n'es pas vraiment bien. Ok. Ça veut dire le bonheur en 3 mots, c'est ça, ou 2 mots? Ouais, en 2 mots, 3 mots. Et après, si on peut aller un peu à expliquer ces 2 mots selon toi, oui, pourquoi pas. Ok. Le bonheur, moi, je dirais que c'est tout d'abord la santé. D'accord. La santé, l'argent. L'argent. Et le travail. Ok. Le fait d'être passionné, du coup, par ce qu'on fait, le travail. Le fait de travailler, en fait. D'accord. Le fait de travailler, ça te rend heureuse? Ça me rend totalement heureuse, en fait. Ok. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Le travail, ça donne le bonheur, exactement. Ceux qui aiment leur travail. Parce que, en fait, quand tu travailles, oui. Tu t'ennuies pas de un. Quand tu travailles, tu es épanoui. Quand tu travailles, tu es libre dans la tête. Quand tu travailles, tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de toi, tu as l'assurance. Donc moi, je pense que... Et puis, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Moi, je rajoute la passion sur le travail. Parce que... Pourquoi je dis ça? On est dans 2 sociétés assez différentes. Entre travailler en Guinée, par exemple, et travailler en France. Et si tu as des gens qui travaillent, qui ont des grands postes de responsabilité, mais qui sont très malheureux dans leur bureau. Je suis d'accord, hein, la passion, je suis d'accord. Tu vois, aimer son travail. Aimer son travail. Faire le travail que tu aimes. Par exemple, moi, la musique. Moi, je peux être stressée, je peux être en train de pleurer. Mais dès que j'arrive sur la scène, moi, j'adore la scène. En fait, c'est la chose que j'aime plus que tout au monde. Okay. Dès que j'arrive sur la scène, j'oublie tout ce que j'ai. Magnifique. J'oublie tout ce que j'ai sur le cœur. Quand j'arrive sur la scène, oh non, c'est le meilleur endroit pour moi sur cette terre. Magnifique, magnifique. Donc, tu seras sur la scène à mon mariage aussi, on t'attend. Je serai là, pourquoi pas. Et quand je suis au studio, en tout cas, quand j'écoute la musique, quel que soit comment je suis stressée, quand j'écoute la musique, j'oublie. Une thérapie, quoi, pour toi. Le travail, moi, en tout cas, moi j'adore mon travail. Mon travail, ça me rend heureuse, selon moi. Magnifique. Non, je suis totalement d'accord. Je suis dans la même perspective. Je peux être pas très bien, mais il suffit que j'active un peu des choses dans mon domaine et j'oublie même que j'ai eu des problèmes dans ma vie. C'est très bien. Je rebondis un peu sur un truc que je trouve très intéressant, que beaucoup d'artistes en Afrique, je parle même pas de la Guinée, moi en particulier, négligent. On a une carrière, on a du succès, mais on oublie de faire du business en parallèle. Étant donné que le succès est temporaire, la valeur reste éternelle, bah, à un moment donné, il n'y a plus ce succès-là. Et si tu n'as pas bâti quelque chose en parallèle, finalement, tu te retrouves à aller traîner dans des bureaux pour réclamer X, Y ou Z aux gens. Comment tu te prépares face à cela et qu'est-ce qui t'amène dans l'entrepreneuriat? Bon, moi, je dirais que même si j'arrêtais la musique aujourd'hui, j'allais continuer à chercher de l'argent. Okay. Moi, j'adore l'argent.
j'adore chercher l'argent. J'aime travailler. C'est pourquoi je dis que le travail fait mon bonheur. Moi, je suis une businesswoman. Moi, je vends. Malgré ma situation aujourd'hui. Je suis Djelika Babintou quand même, mais je vends. Dans mon restaurant, même les boulettes en vend. Et des fois, c'est moi-même je demande de faire les boulettes. Je viens, je fais les images moi-même. Du coup, les business que tu mets en place, on a un restaurant. J'ai le restaurant, j'ai la vente en ligne. Et la vente en ligne, c'est le patronat à vente en ligne. C'est des perruques, c'est quoi en particulier? Je vends un peu de tout ce que je gagne. Carrément, même toi, quand je gagne carrément aujourd'hui, je le mets en vente. Machallah. C'est ma page de vente. Donc, même ton micro, je peux vendre. Je vends tout. J'adore. En fait, partout où je vais, je reviens avec les marchandises. Ça seulement. Que ça soit clair pour tout le monde. Je suis là, non? Je suis là pour un concert et tout, pour tout. Mais il faut que j'ai quelque chose quand même en rentrant pour que je puisse vendre. Moi, j'adore vendre. Mais quel que soit, en fait, l'argent que je vais dépenser ici pour mon séjour et tout, quand je rentre, il faut que je rentabilise, en fait. Magnifique, la philosophie. Obligé. Et c'est quoi? Ça vient d'où cette philosophie? Comment tu as pu créer ou implémenter cette philosophie-là? Bon, ça, j'ai vu de mon père. Mon papa, il a adoré le business aussi. Papa, il aimait vendre aussi comme moi. Il faisait des boutiques un peu partout pour donner à ses sœurs, même ma mère et tout. Et chez nous, tout le monde presque fait la même chose. Il y a mon petit frère qui est mon ingénieur aujourd'hui, Jo. D'accord. Et ma petite sœur aujourd'hui qui fait la comptabilité à l'université. Mais tout le monde fait le business chez nous. Mon petit frère, il a une grande boutique. Ma petite sœur, elle aussi, elle fait la vente en ligne, ma joie. Donc chez nous, tout le monde fait ça. Génial. On adore chercher là. Toujours vendre, même si elle a l'opportunité d'avoir Karamo. Faites attention, après il n'y aura plus de vidéos ici. Normalement, je serai en vente. Donc, non, j'adore la philosophie. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent après le concert, Inch'Allah. En termes de business et tout ça. Yes, ça arrive. C'est une surprise, mais... Est-ce que tu as cette ambition de devenir l'une des plus grandes femmes d'affaires du coup dans le pays au-delà de la musique? Bien sûr. Après la musique, c'est ça. C'est pourquoi je dis que même si j'arrête la musique aujourd'hui, le business quand même c'est mon combat. C'est génial. Moi j'apprécie en tout cas ce côté-là de toujours penser à l'après-musique. Parce que si tu te contentes uniquement de la musique, le succès il est temporaire. Aujourd'hui on est là et demain on parle de quelqu'un d'autre aussi en parallèle. Mais si on n'a pas appris à sécuriser un peu nos arrières comme ça, plus tard après on se retrouve un peu dans des regrets en disant si je savais, j'aurais pu mettre X ou Y en place. Étant donné que tu vends et que tu adores vendre, quel conseil tu dirais à quelqu'un, de par expérience, 2 outils qui permettent vraiment de vendre? Nous, on aime bien parler d'outils ici, des clés. Est-ce que tu partagerais 1 ou 2 clés à quelqu'un qui veut se performer dans la vente? J'ai une boutique, j'arrive pas à trop vendre. Quel conseil tu lui dirais, par exemple, pour pouvoir passer d'une étape à une autre? La communication. Communiquer. La bonne gestion. Communiquer et gestion. Si tu peux un peu détailler quand tu parles de communiquer. La communication, sans communication, il n'y a pas de vente. Aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai découvert en tout cas. Tu ne communiques pas, tu ne vends pas. Magnifique. Tu peux avoir un business que tu fais aujourd'hui que beaucoup de personnes ils font comme toi, mais si tu communiques, tu peux, par ta façon de communiquer, tu peux vendre plus que tous les autres. La communication, ça aide beaucoup. Et la bonne gestion, quand je dis la bonne gestion, ne pas totalement investir dans ce que tu fais. Genre, tu as 100 000, tu ne mets pas tous les 100 000 dedans. Tu mets par exemple 20 000, 30 000. Les 70 000 là, tu peux les utiliser pour pouvoir vendre. Comment? Si tu as des matériaux de publicité, par exemple, il faut avoir des... Bon, ça fait partie de la communication tout compte fait. Bien sûr. Des téléphones avec lesquels tu vas faire des images et payer aussi des personnes qui pourront aussi communiquer pour toi et sur ton produit. Moi, je pense qu'avec ça, tu peux mieux vendre. Du coup, oui, vas-y. La communication et investir sur ce que tu fais. Mais ne pas totalement mettre tout ton argent dans ce que tu fais. Mais il faut communiquer. Magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que j'aime bien dire une chose quand je parle de mes différents produits, les formations autour de la vente, de la visibilité, surtout du digital, parce que tout se passe là aujourd'hui, en disant que tu vas avoir la meilleure boulangerie si tu veux, faire le meilleur gâteau si tu veux. Mais si les gens ne savent pas que c'est là, tu ne vas rien vendre. Donc, il faut toujours en parler, communiquer là-dessus. C'est ça le souci aujourd'hui, surtout en Guinée chez nous. Les gens, ils ne misent pas trop sur la communication. Pourtant, la communication, moi, je pense que c'est l'un des clés du développement d'un pays. Il faut communiquer sur ce que tu as. Pas
il ne faut pas forcément avoir le meilleur produit, mais si tu es sûr de ce que tu fais ou ce que tu vends, mais tu communiques, tu mets l'argent pour la communication. Tu investis, ouais. Tu investis sur la chose, sur la communication surtout. Tu peux vendre plus que les autres. Magnifique. Les autres pays, par exemple, les Maliens, eux, ils sont à fond dedans. Le thé, chaussures, habits, tout ce qu'ils font, même le riz. Ils communiquent surtout, en fait. Tu vas voir les artistes. Et puis, ils organisent même les festivals. Tu vas voir, on peut dire, festival de Dibi ou quoi. Ouais, Dibi, ouais. Festival de Dibi, festival de trucs. Mais en Guinée, il n'y a pas trop ça. Si ce n'est pas le festival de Griade, aujourd'hui, ils ont commencé à faire le festival de Lafidi. Il n'y a pas trop ça en Guinée. Et s'il faut vraiment... maximiser un peu sur ces choses-là. Il faut communiquer. Ok, c'est génial. On est guinéen. On ne peut pas parler ici durant toute sans parler de la Guinée. Si aujourd'hui, c'est une question un peu ambitieuse, si aujourd'hui tu as un grand, ou tu as le pouvoir de changer quelque chose dans le pays, qu'est-ce que tu mettrais en place pour faire évoluer le pays? Ou sur quel axe tu t'appuierais pour voir le pays émerger du coup? Ministre du changement, par exemple, je te nomme ministre du changement. Tu changerais quoi dans le pays? L'éducation. L'éducation, ok. L'éducation parce que si aujourd'hui on est vraiment focus sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui on est vraiment investi dans la vie des autres, c'est parce qu'il y a moins de travail. Et aujourd'hui, il y a des gens qui aiment dire il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Tout le monde étudie, hein, mais tout le monde ne mérite pas de travailler aussi. Je suis d'accord. On peut tous avoir des diplômes, mais on ne mérite pas tous d'avoir le boulot. Pourquoi? Parce que ça dépend de la formation qu'on a fait. Donc, l'éducation. Se former du coup. Oui, on doit beaucoup investir sur l'éducation des enfants, genre les études. Les études. Parce que les enfants, j'ai comme l'impression que les enfants, ils sont vraiment pas suivis, quoi, à l'école et tout. Actuellement, surtout. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui laissent leurs enfants à l'école, mais il n'y a pas de suivi. Tu mets ton enfant à l'école, s'il n'y a pas de suivi, l'enfant, il fera de n'importe quoi. Il fera comme il veut. Mais si l'enfant a eu une très bonne éducation à l'école, après le diplôme, il ne va pas chômer. Ok. Ça me parle beaucoup. Je finirai par un point qui est assez intéressant quand même. C'est parler de relations aussi. Je sais que tu as eu une vie de famille, une vie de couple et tout ce qui va avec. Selon toi, aujourd'hui, par expérience, sans forcément aller sur le perso, quelles sont les choses, une ou deux choses, ou trois, peu importe, comment tu peux mettre des mots là-dessus sur des choses qui empêchent les couples d'exister ou d'aller plus loin aujourd'hui? Quelles sont ces choses-là, ces nuances-là qui sont autour, ces parasites qui empêchent un couple d'aller, de rester, de perdurer dans le temps? Je peux dire l'incompréhension. L'incompréhension, oui. L'incompréhension. Il y a le destin aussi, mais vraiment, c'est l'incompréhension, en fait. Parce que deux personnes qui sont ensemble, si vous ne vous comprenez pas, vous ne pouvez pas avancer. D'accord. Donc, l'incompréhension. Et si je posais ma question à l'inverse, quelles sont, selon toi, de par recul sur la vie et par expérience, quelles sont les choses qui permettent normalement à un couple de perdurer dans le temps? La complicité. La complicité. La complicité. Et aimer le bonheur de son prochain. D'accord. La complicité, l'amour, le respect. Le respect. Et je pense que c'est ça. Ok. En tout cas, merci de prendre le temps de te livrer un petit peu, de partager aussi des clés qui vont permettre à d'autres personnes en parler. Le pardon aussi? Pourquoi le pardon? Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pas évident. Deux êtres humains qui sont ensemble, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc, moi, j'ai des défauts, toi, tu as des défauts. Si je ne te pardonne pas, un jour, tu vas forcément me faire quelque chose que je ne vais pas aimer. Et pareil pour toi. Si tu ne me pardonnes pas, je vais te faire des choses que tu ne vas pas aimer. Si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que ça va marcher? Donc... Le pardon, du coup, pour toi, le pardon, c'est a un grand poids, du coup, dans l'évolution, la perdu. Ok. Et puis la complicité, le respect, l'amour. Assez intéressant. Je sais qu'on a pris du temps. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute, mais à peu près 1 heure. Quel message tu as à partager par rapport à ton grand événement qui arrive? Quelle invitation tu pourras faire aux gens, peu importe partout dans le monde où ils seront? À quoi s'attendre pour le 26 avril, par exemple?
Bon, moi, je dirais d'abord merci à mon patronat, ma communauté, qui fait de moi aujourd'hui une très grande artiste. La communauté qui se bat nuit et jour pour l'évolution de la carrière de Djelika Bintou. Je dirais merci à mon équipe managériale et mon équipe, mon manager surtout, qui aujourd'hui qui est à 100% à ma disposition. Ok. Il fait un peu trop, quoi. Moi, je peux dire qu'il fait un peu trop. Parce que le manager qui fait le travail du manager, il fait le travail de l'équipe, en fait. Ok. Donc, je peux dire que c'est le meilleur manager. Je dirais merci pour le soutien, d'être là pour moi. Et maintenant, je dirais à toute la Guinée de m'accompagner pour ce concert. J'ai envie de faire un concert Renaissance. Je veux vendre l'image de la culture guinéenne au-delà de nos frontières. De nos frontières. Donc, moi, je dirais à toute la Guinée de me soutenir parce que 12 000 places, quand même, c'est pas... C'est pas petit, mais c'est petit pour toi, tu vas voir. Tu penses, hein? Si. Moi, pour moi, c'est une évidence. Ça va craquer. Oui, sincèrement. Je pense que l'année prochaine, tu reviendras sur le grand stade à nouveau. Il y a moyen. Ainsi soit-il alors. Donc, moi, je demanderai à toute la Guinée de me soutenir. C'est un défi pour moi, mais je pense que je pourrais relever ce défi qu'avec vous. Donc, je compte énormément sur toute la Guinée pour le soutien. Mon frère, je compte aussi sur toi. On est là. Caramo. On est là. Caramo. Elle prononce mieux mon prénom maintenant que moi. C'est génial. C'est génial. En tout cas, moi, je te dis merci aussi pour le temps. Je sais que tu es très prise. Tu es là que pour un court passage. Je ne peux pas faire cette émission sans remercier aussi ceux qui t'ont invité là, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu l'opportunité de pouvoir de Miss Guinée, Co-Miss Guinée et tout ça. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites. Hier, on a passé un très beau moment aux élections Miss Guinée. Ouais, on a passé un très bon moment. Je ne sais pas qui a gagné. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Je vais savoir ça après. Mais en tout cas, merci à vous. Voilà. Merci. On voit l'évolution au fil des années. Merci au cher manager qui est là, qui nous a permis aussi d'avoir cette chose-là. Merci à mon équipe aussi, mon manager qui est juste derrière, Elhaj qui est là aussi, qui accompagne, à ma stagiaire. Merci à toute mon équipe. Et moi, je te donne rendez-vous du coup justement pour le 26 avril. Je pense que je serai là. On va voir un peu ce qui va se passer. Oui, avec grand plaisir. Sera là. Avec plaisir. Et j'ai un livre pour toi, il est là. On va le dédicacer tout à l'heure. C'est mon livre, Les mots pour les mots, que vous pouvez vous aussi retrouver sur Amazon. Si vous êtes en Guinée, il y a un numéro dans la description. Vous appelez et vous commandez votre exemplaire. C'est un récit de développement personnel et... J'aime lire. Et ben voilà, je pense que tu vas adorer. Donc, vous allez retrouver le livre. Il y a les numéros dans la description. Ça, c'est pour la grande sœur Djelika Bintou. Merci à toi, je vais te dédicacer tout à l'heure. Je vais lire ça. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles éditions. Et comme toujours, c'était Caramo et Djelika Bintou. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.